Je suis restée debout devant ma penderie pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mes jambes tremblaient sous le poids de ce que mes yeux refusaient de comprendre. Les cintres vides pendaient comme des squelettes, oscillant légèrement dans le courant d'air qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. L'odeur de cèdre et de lavande qui avait toujours imprégné cet espace avait disparu, remplacée par une absence, un vide si profond que j'ai dû m'accrocher au chambranle de la porte pour ne pas tomber. 60 ans de ma vie, 60 ans de souvenirs, de victoires, de moments précieux tissés dans la soie, le tweed et le velours, volatilisés. Ma main droite s'est posée sur ma poitrine, là où mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. J'avais 71 ans, j'avais survécu à la mort de mon mari, à la solitude, aux épreuves de la vie, mais cette penderie vide, cette béance obscène dans ce qui avait été mon sanctuaire, menaçait de me faire chavirer. « Ce sont juste de vieux vêtements démodés », avait-elle dit. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une sentence, comme un crachat au visage de tout ce que j'avais été, de tout ce que j'avais accompli. Stéphanie, ma belle-fille, avait prononcé ces paroles avec ce sourire condescendant qu'elle réservait aux occasions où elle pensait me rendre service. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. Laissez-moi vous emmener dans les coulisses de cette trahison qui a failli me détruire et qui, d'une certaine manière, m'a aussi sauvée. Avant de continuer, dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un piétinait volontairement vos souvenirs les plus précieux? Écrivez-moi dans les commentaires si cette situation vous parle. Je m'appelle Madeleine Forestier. Pendant 40 ans, j'ai travaillé dans la haute couture parisienne. J'ai commencé comme petite main chez Dior en 1973, les doigts engourdis par les heures passées à coudre des perles sur des robes de soirée destinées à des femmes dont je ne connaissais que les mensurations. L'atelier sentait la craie de tailleur et le café tiède que nous buvions à la sauvette entre deux ourlets. Le bruit des machines à coudre formait une symphonie que je pourrais encore reconnaître les yeux fermés. J'ai gravi les échelons avec patience et détermination. Première d'atelier chez Chanel dans les années 80, puis directrice de création pour une maison moins connue, mais tout aussi exigeante. Chaque pièce de ma collection représentait une étape de ce parcours. Ce n'étaient pas des vêtements, vous comprenez, c'étaient des témoins, des preuves que j'avais existé, que j'avais créé, que j'avais compté. Mon mari Henri avait toujours compris cela. Quand il m'offrait une nouvelle pièce pour notre anniversaire, il ne m'offrait pas simplement une robe ou un tailleur, il m'offrait une reconnaissance, un hommage à la femme que j'étais. Il est parti il y a 3 ans, emporté par un cancer du pancréas en 6 semaines à peine. Le temps de dire au revoir sans vraiment avoir le temps de le faire. Après sa mort, mes vêtements sont devenus plus que des souvenirs. Ils étaient ma peau, ma protection contre un monde qui semblait vouloir me réduire à une vieille femme sans importance. Mon appartement à Nice, dans le vieux quartier où les boutiques de mode vintage côtoient les galeries d'art et les cafés aux terrasses fleuries, était devenu mon refuge. 3 pièces lumineuses avec vue sur les toits de tuiles roses, des plafonds hauts ornés de moulures délicates, et cette penderie, cette immense penderie de 5 mètres de long que Henri avait fait construire spécialement pour moi quand nous avions emménagé ici pour notre retraite. Chaque matin, j'ouvrais ces portes comme on ouvre un livre précieux. Je passais mes doigts sur les tissus, je respirais les parfums mêlés de mon passé. Le tailleur Chanel en tweed bouclé rose et noir que je portais le jour où j'ai présenté ma première collection personnelle. La robe Dior New Look que ma mère m'avait offerte pour mes 18 ans, miracle de soie ivoire et de promesses d'avenir. Le manteau Yves Saint Laurent en laine bouclée vert émeraude que Henri m'avait acheté à Paris pour notre 25e anniversaire de mariage, celui où nous avions dîné au Jules Verne et où il m'avait dit les yeux brillants que j'étais la plus belle femme qu'il ait jamais connue.
J'avais fait expertiser cette collection 2 ans auparavant, pour l'assurance. 123 000 €. Le commissaire-priseur avait failli s'étousser en découvrant certaines pièces. Ce manteau de soirée Balenciaga des années 60, par exemple, il n'en restait que 3 exemplaires connus dans le monde. Le mien était impeccable, conservé dans son housse de coton blanc, jamais exposé à la lumière directe. Chaque pièce avait son dossier, photos, certificat d'authenticité, historique des restaurations mineures effectuées par des spécialistes. J'avais même des clichés de moi portant chacune de ces tenues lors d'événements importants. Madeleine au défilé de printemps 78, Madeleine recevant la Légion d'honneur en 2003, Madeleine au bras de Henri le jour de leur mariage, dans cette robe de mariée vintage Givenchy qu'elle avait chinée chez une comtesse désargentée. Et tout cela avait disparu pendant que je rendais visite à ma fille. 3 semaines plus tôt, ma fille, Élise, habite à Lyon avec son mari et ses 2 enfants. Nous avions prévu cette visite depuis des mois, 1 semaine entière pour profiter de mes petits-enfants pendant les vacances de février. Lucas, 9 ans, et Emma, 7 ans, me réclamaient depuis Noël. « Grand-mère, tu viens quand ? Grand-mère, tu nous emmèneras au musée des Confluences ?» J'avais préparé ma valise avec soin. Pas besoin d'emporter mes plus belles pièces pour 1 semaine avec des enfants qui renversent du chocolat chaud et qui vous sautent dessus sans prévenir. J'avais choisi des vêtements confortables, mais élégants, parce qu'une femme de mon âge et de mon parcours ne sort pas en jogging, même pour aller acheter du pain. Avant de partir, j'avais fait le tour de mon appartement comme je le fais toujours. Fenêtres fermées, eau coupée, plantes arrosées. J'avais jeté un dernier regard à ma penderie, ce geste machinal qui me rassurait, comme vérifier que ses enfants dorment paisiblement avant de se coucher soi-même. Mon fils Julien avait proposé de passer arroser mes plantes en milieu de semaine. Il habite à Cannes, à 30 minutes en voiture, et vient souvent me voir. C'est un bon fils, Julien, attentionné, respectueux, même si parfois je le trouve un peu effacé face à sa femme. Stéphanie, il faut que je vous parle de Stéphanie. Ils se sont rencontrés il y a 12 ans à une fête organisée par des amis communs. Intimite mais engageant. Varipécine, slow pour émotionnelle révélation, modère pour narratif, slight urgence durant confrontation. Et finissait chaque section questions avec genuine curiosité, invitant réponse. Sondé comme celui qui veut connecter, non juste telle est une histoire. Stéphanie travaillait dans l'immobilier. Elle avait ce dynamisme commercial que certains prennent pour de l'intelligence. Blonde, mince, toujours parfaitement mise, même si ses choix vestimentaires manquaient singulièrement de personnalité. Du beige, du noir, du gris. Des coupes classiques sans audace, des marques tape à l'œil sans véritable qualité. Je ne l'ai jamais détestée, comprenez-moi bien. J'ai essayé, sincèrement d'essayer, de l'aimer comme une fille. Mais il y avait toujours cette distance, ce regard qu'elle posait sur moi quand je portais mes tenues vintage, ce sourire pensé quand je parlais de mon travail passé, cette façon de changer de sujet dès que la conversation portait sur la mode. Elle trouvait mes vêtements ridicules. Je le savais. Je le sentais dans sa manière de regarder ailleurs quand j'entrais dans une pièce, dans ses compliments du bout des lèvres, dans ses suggestions répétées de moderniser ma garde-robe. « Tu sais, Madeleine, avait-elle dit un jour lors d'un dîner de famille, à ton âge, il faudrait peut-être penser à des vêtements plus pratiques, plus adaptés. » Plus adaptés à quoi, avais-je répondu? À l'invisibilité? À la mort sociale qu'on réserve aux femmes de plus de 60 ans? Elle avait ri, de ce rire qui n'en est pas un, et Julien avait changé de sujet. « Vous connaissez cette situation, cette belle fille ou ce beau fils qui semble vouloir effacer tout ce que vous êtes? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, je lis chacun d'entre eux. » Pendant ma semaine à Lyon, tout s'était merveilleusement passé. Élise et moi avions retrouvé notre complicité de toujours. Nous avions cuisiné ensemble, ri ensemble, parlé de Henri avec cette tendresse douce qui ne fait plus aussi mal qu'avant. Les enfants m'avaient épuisée de la plus belle des façons, avec leurs questions infinies et leur énergie débordante. Le dernier soir, assis sur le canapé d'Élise avec une tisane à la main, j'avais ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. La paix. L'impression d'être à ma place, entourée d'amour, utile encore. J'aurais dû savoir que le bonheur est toujours le prélude à quelque chose de terrible.
Le jour de mon retour, le train de Lyon à Nice prend environ 4h30. J'aime ce trajet, le défilement des paysages, la Provence qui apparaît progressivement avec ses cyprès et ses oliviers. Ce jour-là, j'avais apporté un livre, une biographie de Coco Chanel que je relisais pour la 3e fois, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Quelque chose me pesait sans que je puisse l'identifier. Cette anxiété sourde qui vous prend parfois sans raison apparente, ce pressentiment que le monde a basculé sans vous prévenir. Julien m'attendait à la gare de Niceville. Il m'a embrassée, a pris ma valise et pendant tout le trajet jusqu'à mon appartement, il a parlé de tout et de rien avec cette nervosité que je connais depuis son enfance. Quand Julien parle trop, c'est qu'il cache quelque chose. « Tout va bien, mon chéri ?» lui ai-je demandé en montant les escaliers de mon immeuble. « Très bien, maman, très bien. » Il ne m'a pas accompagnée à l'intérieur. Il avait un rendez-vous, disait-il. Je n'ai pas insisté. L'appartement sentait le propre, trop propre, pas cette odeur familière de cèdre et de souvenirs, mais quelque chose de chimique, d'artificiel, comme si quelqu'un avait voulu effacer quelque chose. J'ai posé ma valise dans l'entrée. J'ai enlevé mon manteau. Et puis, comme je le fais toujours quand je rentre chez moi, je suis allée vers ma chambre, vers ma penderie, pour retrouver mes amis de tissu et de fil. La porte était entr'ouverte. Je ne laisse jamais cette porte entr'ouverte. Je l'ai poussée. Et le monde s'est effondré. Les heures qui ont suivi sont floues dans ma mémoire, comme un film dont on aurait coupé de scènes au hasard. Je me souviens d'avoir hurlé. Je me souviens d'être tombée à genoux devant ces cintres vides. Je me souviens d'avoir appelé Julien, les mains tremblantes, incapable de formuler une phrase cohérente. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, calme-toi !» Mes vêtements, Julien, mes vêtements ont disparu, tous, il n'y a plus rien. Un silence, long, trop long. Et puis sa voix, étranglée. « Maman, je suis désolée, je ne savais pas. Stéphanie m'a dit qu'elle t'avait aidé à faire du tri pendant que tu n'étais pas là. Elle a dit que tu lui avais demandé de donner tes vieux vêtements à Emmaüs. » Le sol s'est ouvert sous mes pieds. Jamais, jamais je n'avais demandé une chose pareille. Jamais je n'aurais pu demander une chose pareille. Stéphanie avait utilisé la clé que Julien garda pour les urgences. Elle était venue pendant mon absence. Elle avait vidé ma penderie. Elle avait tout emporté dans des sacs poubelles, comme des ordures, comme des choses sans valeur, et elle avait tout déposé chez Emmaüs. « Ce sont juste de vieux vêtements démodés », avait-elle dit à Julien quand il avait exprimé une vague inquiétude. « Ta mère s'accroche au passé, ce n'est pas sain, je lui rends service. » Un service, 123 000 € de ma vie, de mes souvenirs, de mon identité, jetés dans des sacs poubelles comme un service. Je voudrais m'arrêter un instant pour vous demander quelque chose. Qu'auriez-vous fait à ma place? Qu'auriez-vous dit? Comment auriez-vous réagi face à cette destruction délibérée de tout ce qui vous définissait? Dites-le-moi dans les commentaires. Les jours suivants, les premières 24 heures, je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit assise dans mon fauteuil face à cette penderie béante, essayant de comprendre, essayant de trouver un sens à ce qui n'en avait pas. À l'aube, quelque chose s'est cristallisé en moi. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus froid, de plus déterminé. Une résolution. Je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas effacer. Ma première action a été d'appeler Emmaüs Nice. La voix au bout du fil était celle d'une femme fatiguée, probablement habituée aux appels de gens qui regrettaient leurs dons. Je lui ai expliqué la situation aussi calmement que possible, même si mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le téléphone. « Madame, nous recevons des centaines de dons chaque semaine, m'a-t-elle répondu. Les vêtements sont triés rapidement et mis en vente. Si votre don date d'il y a plusieurs jours, il est possible que les articles aient déjà été vendus. » Ce ne sont pas des articles, ce sont des pièces de haute couture, des Chanel, des Dior, des Yves Saint-Laurent, des pièces de collection. Un silence, puis une voix soudain plus attentive. « Vous dites des pièces de haute couture, vintage?
Oui, certaines valent plusieurs milliers d'euros. L'ensemble de la collection était estimé à plus de 120 000 euros. Nouveau silence. Intime, mais engageant. Varié pacing, slow pour émotionnelle révélation, modéré pour narratif, slight urgence durant confrontation. Indie chaque section question avec génuine curiosité, invitant réponse, sans laquelle somme on veut connecter, non juste caler une histoire. J'entendais une conversation étouffée à l'autre bout de la ligne. Madame, je vais vous demander de venir nous voir, rapidement, aujourd'hui si possible. J'ai raccroché avec un mince espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que certaines pièces attendaient encore sur les portants, non reconnues pour ce qu'elles étaient. Je me suis habillée avec ce qui me restait, les vêtements de voyage que j'avais emportés à Lyon, et je suis sortie dans le matin de Nice. La ville était belle ce jour-là, baignée de cette lumière méditerranéenne qui fait ressembler chaque rue à un tableau impressionniste. Les palmiers de la promenade des Anglais oscillaient doucement dans la brise marine. Le ciel était d'un bleu si pur qu'il en devenait presque irréel. Je n'ai rien vu de tout cela. Je marchais comme une automate vers le centre de tri d'Emmaüs, situé dans une zone industrielle à la périphérie de la ville. Le bâtiment était un entrepôt immense, rempli de montagnes de vêtements, de meubles empilés, d'objets de toutes sortes attendant d'une seconde vie. L'odeur était particulière, un mélange de poussière, de lessive bon marché et de quelque chose d'indéfinissable, l'odeur des vies abandonnées peut-être. La responsable qui m'a reçue s'appelait Françoise, une femme d'une cinquantaine d'années au visage marqué par une vie de travail, mais dont les yeux brillaient d'une intelligence vive. Elle m'a fait asseoir dans son bureau encombré et m'a écouté raconter mon histoire sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, elle a secoué la quête lentement. « Madame Forestier, je dois vous dire quelque chose. Quand nous avons reçu ces sacs il y a 4 jours, une de nos bénévoles a tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas de vêtements ordinaires. Elle a travaillé dans la mode autrefois, elle a reconnu les étiquettes, les coupes, elle a mis ses pièces de côté immédiatement. Mon cœur s'est arrêté. Vous les avez? Vous avez mes vêtements? Pas tous. Certains avaient déjà été mis en vente avant qu'elle n'intervienne. Mais une grande partie, oui. Nous les avons mis en réserve. Nous ne savions pas quoi en faire. Ce genre de don, ça n'arrive jamais. On s'est demandé s'il n'y avait pas une erreur. Une erreur? Oui, il y avait une erreur. Une erreur monumentale, criminelle. Je voudrais que vous veniez voir, m'a dit Françoise, et que vous nous disiez ce qui vous appartient. Elle m'a conduite à travers le dédale de l'entrepôt jusqu'à une petite pièce fermée à clé. Et là, accrochée sur des portants de fortune, j'ai retrouvé une partie de ma vie. Le tailleur Chanel rose et noir, le manteau Yves Saint-Laurent vert émeraude, la robe de cocktail Givenchy des années 60, le cap Balenciaga en velours noir. Mes jambes ont cédé. Françoise m'a rattrapée juste à temps. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les retenir. Je touchais ces tissus, comme on touche le visage d'un être aimé qu'on a cru mort. La soie sous mes doigts, le tweed rugueux et familier, le velours d'une douceur presque obscène. Mais très vite, la joie a laissé place à un autre sentiment. L'inventaire mental que je faisais était incomplet, cruellement incomplet. « Il manque des pièces », ai-je dit d'une voix blanche. « Il manque beaucoup de pièces. » Françoise a hoché la tête tristement. « Je sais, certaines ont été vendues avant que nous puissions les mettre de côté. Nous avons essayé de retrouver les acheteurs, mais c'est difficile. Beaucoup payent en liquide. Combien en avez-vous vendu? Une quinzaine peut-être. On ne sait pas exactement. Les registres ne sont pas toujours précis. Une quinzaine de pièces, dispersées dans la nature, perdues à jamais. Parmi les absentes, la robe Dior New Look de mes 18 ans, le manteau Balenciaga dont il ne restait que 3 exemplaires au monde, la robe de mariée Givenchy, ma robe de mariée, celle dans laquelle j'avais épousé Henri en 1967. Vendue pour quelques euros à une inconnue qui ne savait probablement même pas ce qu'elle tenait entre ses mains. Où écoutez-vous cette histoire en ce moment? De quel coin de France ou du monde me suivez-vous?
Écrivez votre ville dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir d'où viennent celles qui me comprennent. Une semaine plus tard, les jours qui ont suivi ma visite à Emmaüs ont été un tourbillon de démarches administratives, d'appels téléphoniques et de confrontations difficiles. J'ai d'abord déposé une plainte au commissariat. L'agent qui m'a reçu, un jeune homme qui ne devait pas avoir 30 ans, m'a regardé avec un mélange de scepticisme et de compassion quand je lui ai parlé de la valeur de ce qui m'avait été volé. 120 000 € de vêtements, madame ? J'ai sorti mes dossiers, les photos, les expertises, les certificats. Son expression a changé rapidement. « Nous allons enregistrer votre plainte », m'a-t-il dit. « Mais je dois vous prévenir, ce genre d'affaire est compliqué. Votre belle-fille avait les clés. Elle pensait peut-être vraiment vous rendre service. Prouver l'intention malveillante ne sera pas facile. » L'intention malveillante. Ces mots m'ont glacée. Parce que bien sûr, Stéphanie niait tout. Lors de notre première confrontation, chez Julien et elle, à Cannes, elle avait joué l'innocence avec un talent que je ne lui connaissais pas. « Madeleine, je suis vraiment désolée si j'ai mal compris. Je pensais sincèrement te faire plaisir. Tu as tellement de choses dans cet appartement. Ça m'a semblé logique de t'aider à désencombrer. » Elle portait ce jour-là une robe grise informe, ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval sévère, pas une once de maquillage. L'image parfaite de la belle-fille dévouée, injustement accusée. « Tu as jeté 120 000 € de ma vie, Stéphanie. Tu as jeté ma robe de mariée. » « Ce sont de vieux vêtements, Madeleine, des vêtements du passé. Il faut avancer, regarder vers l'avenir. » Julien, à côté d'elle, gardait les yeux baissés. Mon fils, mon propre fils, incapable de prendre parti, coincé entre sa mère et sa femme, paralysé par la peur du conflit. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort d'Henri. Des sanglots qui me déchiraient la poitrine, qui me laissaient haletante et vide. Mais dans cette vidange émotionnelle, quelque chose de nouveau est apparu. Une détermination froide, métallique. Stéphanie pensait m'avoir réduite au silence. Elle pensait avoir effacé ma vie avec quelques sacs poubelles. Elle se trompait. Le lendemain matin, j'ai appelé mon assurance. Le bureau de mon assureur se trouvait dans le centre de Nice, dans un de ces immeubles haussmanniens reconvertis en espace professionnel. L'ascenseur sentait le vieux bois et l'encaustique. Le couloir était tapissé d'une moquette bordeaux fatiguée qui avait dû être élégante 20 ans plus tôt. L'agent qui gérait mon dossier s'appelait Monsieur Bertrand, un homme d'une 60aine d'années, costume gris impeccable, lunettes à monture dorée, l'incarnation même de la rigueur administrative. Mais quand il a vu mes dossiers, quand il a compris l'ampleur de ce qui avait disparu, quelque chose a changé dans son regard. « Madame Forestier, m'a-t-il dit en refermant le dernier classeur, vous avez une documentation exceptionnelle. C'est rare, très rare que nos clients soient aussi méticuleux. » J'ai souri malgré moi. « Je suis une ancienne professionnelle de la mode, monsieur Bertrand. La documentation, c'est la base de tout. » Je comprends. Et cette documentation va vous être très utile. Votre police couvre effectivement ce type de sinistre, même si la situation est inhabituelle. Le fait que la personne responsable avait accès légitimement à votre domicile complique les choses, mais ne les rend pas impossibles. Il a sorti un formulaire de son tiroir. Nous allons mandater un expert pour évaluer les pièces manquantes. Pour celles que vous avez récupérées à Emmaüs, nous n'interviendrons pas. Mais pour les autres, les 15 ou 20 pièces vendues, nous pouvons envisager une indemnisation, à condition que vous puissiez prouver leur existence et leur valeur, a-t-il ajouté. J'avais les preuves, chaque pièce, chaque photo, chaque certificat. Mais ce n'était pas assez. Je ne voulais pas seulement de l'argent, je voulais justice, je voulais retrouver ce qui m'avait été volé. C'est à ce moment-là que j'ai pensé au musée des arts décoratifs de Nice. 2 semaines plus tard, le conservateur du musée s'appelait Isabelle Marchand. J'avais obtenu un rendez-vous grâce à une ancienne collègue qui travaillait maintenant pour la chambre syndicale de la haute couture.
Quand je suis entrée dans son bureau, encombré de livres, de croquis et d'échantillons de tissu, j'ai su immédiatement que j'étais face à une femme qui comprendrait. Madame Forestier, m'a-t-il dit en me serrant la main, Catherine m'a parlé de vous et de votre situation. Je dois vous avouer que votre histoire m'a profondément touchée. Elle était plus jeune que moi, 50 ans peut-être, mais quelque chose dans son regard me rappelait les femmes avec qui j'avais travaillé autrefois. Cette passion pour le vêtement, pour l'histoire qu'il raconte, pour la mémoire qu'il préserve. Je lui ai montré mes photos, mes inventaires, la liste des pièces manquantes. Elle les a examinées avec une attention qui m'a réchauffé le cœur. Certaines de ces pièces sont d'une rareté exceptionnelle, a-t-elle murmuré. Ce Balenciaga, par exemple, s'il est vraiment dans l'état que vous décrivez, il devrait être dans un musée. Il était dans mon placard, ai-je répondu. Et maintenant, il est quelque part dans Nice, porté par quelqu'un qui l'a probablement acheté pour 50 €. Isabelle a secoué la tête. Je vais vous aider, Madame Forestier. Ce patrimoine ne peut pas disparaître comme ça. Je vais contacter mes réseaux, les collectionneurs privés, les boutiques vintage de la région. Si ces pièces refont surface, nous le saurons. Elle a marqué une pause. Mais je dois vous poser une question. Pourquoi votre belle-fille a-t-elle fait ça? Vous la connaissez depuis 12 ans, vous avez dit. Quelque chose a dû déclencher ce geste. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. C'était une question que je me posais moi-même depuis des jours. Intime, mais engageant. Vari pacing. Slow pour émotionnelle révélation. Modérate pour narratif. Slight urgence durant confrontation. End chaque section questions avec génuine curiosité, invitant réponse. Sondez comme sement qui veut connecter, non juste télé. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette semaine-là précisément? Et puis, j'ai compris. 3 mois plus tôt, Julien m'avait parlé d'un projet. Stéphanie voulait créer sa propre agence immobilière, mais il lui manquait des fonds. Elle avait demandé si je pouvais les aider. J'avais refusé. Pas par méchanceté, mais parce que je n'avais pas confiance en son projet. L'immobilier à Cannes était saturé, les agences fermées les unes après les autres, et Stéphanie n'avait pas l'expérience nécessaire pour se lancer seule. Je lui avais dit non, poliment mais fermement. Elle ne m'avait rien montré sur le moment. Pas de colère, pas de reproche. Juste ce sourire un peu crispé qu'elle affichait toujours quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait. Mais elle n'avait pas oublié. Vider ma penderie, ce n'était pas lui rendre service, c'était me punir. Avez-vous déjà été victime de la vengeance déguisée de quelqu'un? Cette façon qu'ont certaines personnes de vous détruire tout en prétendant vous aider? C'est peut-être la forme de cruauté la plus insidieuse qui existe. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire. 1 mois plus tard. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, une sorte de purgatoire où le temps semblait suspendu, où chaque jour apportait son lot de petites avancées et de nouvelles déceptions. L'assurance avait accepté de m'indemniser, pour les pièces définitivement perdues. 63 000 €, la moitié de la valeur de ma collection. C'était à la fois énorme et dérisoire. De l'argent ne ramènerait jamais ma robe de mariée. Julien avait fini par prendre position. Un soir, il était venu chez moi, seul, le visage défait. Il s'était assis sur mon canapé et avait pleuré comme quand il était enfant. « Maman, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas ce qu'elle allait faire. » Je l'avais pris dans mes bras. Mon fils, mon petit garçon qui avait 50 ans et qui portait encore le poids des erreurs des autres. « Je te crois, mon chéri, je te crois. Mais tu dois comprendre, avais-je ajouté doucement, ce qu'elle a fait n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur de jugement, c'est une vengeance calculée. Et tu dois décider ce que tu veux faire de cette information. » Il était parti ce soir-là, sans me donner de réponse. Mais quelque chose avait changé entre nous. Une vérité avait été dite. Une ligne avait été tracée. Pendant ce temps, le réseau d'Isabelle Marchand travaillait silencieusement. Des collectionneurs interrogés, des boutiques vintage surveillées, des annonces en ligne scrutées avec attention. Et puis, un jeudi matin de mars, mon téléphone a sonné.
Madame Forestière? Isabelle Marchand. J'ai une nouvelle. Nous avons retrouvé le Balenciaga. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Où? Une boutique vintage dans le Marais, à Paris. La propriétaire l'avait acheté à une revendeuse qui l'avait elle-même acquise chez Emmaüs Nice. Elle a accepté de nous le céder au prix où elle l'a payé. Combien? 800 €. 800 € pour un manteau qui en valait 15 000, pour un morceau d'histoire de la mode, pour une des 3 pièces restantes de ce modèle au monde. J'ai ri. Pas de joie, pas de soulagement, mais de cette façon qu'on a parfois quand l'absurdité du monde devient trop évidente pour être supportée autrement. Je pars à Paris demain, ai-je dit. Le voyage à Paris, le TGV pour Paris, partait à 7 heures du matin. J'avais à peine dormi, mais l'adrénaline me tenait éveillée. J'avais enfilé un de mes tailleurs récupérés, le Chanel rose et noir, comme une armure, comme une déclaration de guerre. Paris en mars est une ville de lumière indécise, où le soleil joue à cache-cache avec les nuages, où les façades haussmanniennes semblent plus grises et plus majestueuses à la fois. Je n'y étais pas revenue depuis la mort d'Henri, depuis cette dernière visite à l'hôpital Cochin, où tout s'était terminé. La boutique dans le Marais s'appelait « Mémoire de soi ». Une devanture étroite peinte en vert sombre, une vitrine où quelques pièces soigneusement choisies racontaient des décennies de mode. En poussant la porte, j'ai été accueillie par une odeur familière, celle des vieux tissus bien entretenus, du cèdre et d'un soupçon de lavande. La propriétaire, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux roux flamboyants et aux yeux vifs, m'attendait. « Madame Forestier, je suis Mathilde, nous nous sommes parlé au téléphone. » Elle m'a conduite vers l'arrière-boutique, où le manteau Balenciaga était suspendu sur un cintre embourré, protégé par une housse de mousseline transparente. Je l'ai vu et mes genoux ont faibli. C'était lui. Le velours noir d'une profondeur insondable, la coupe architecturale qui défie au temps, les boutons recouverts de soie tressée. 50 ans de mode en une seule pièce. Quand je l'ai acheté, a dit Mathilde doucement, je savais qu'il y avait quelque chose de spécial. Un vêtement comme ça, on le sent, il a une âme. Elle m'a regardée avec intensité. Et quand j'ai appris son histoire, votre histoire, je n'ai pas hésité. Il doit vous revenir, c'est son chez lui. J'ai payé les 800 €. Et puis, sur une impulsion, j'ai serré Mathilde dans mes bras. Cet inconnu qui avait compris ce que ma propre belle-fille n'avait jamais voulu voir. 3 mois plus tard, l'été est arrivé sur Nice avec cette violence douce qui caractérise le Sud. Les journées s'allongeaient, les touristes envahissaient la promenade des Anglais, et ma vie reprenait lentement un semblant de normalité. L'assurance avait finalement versé la totalité de l'indemnisation après des mois de négociations et d'expertise. 63 000 € sur mon compte que je n'arrivais pas à considérer comme autre chose que de l'argent sale, le prix du sang en quelque sorte. Mais ce n'était pas tout. Stéphanie, confrontée aux preuves accumulées et à la plainte déposée, avait fini par craquer. Julien m'avait raconté la scène, lui-même encore sous le choc. Elle a avoué, maman. Elle a dit qu'elle avait fait ça parce que tu l'avais humiliée en refusant de l'aider. Elle a dit qu'elle voulait que tu comprennes ce que ça fait de perdre quelque chose d'important. L'ironie de la chose m'avait frappée avec violence. Stéphanie pensait que refuser de financer un projet immobilier douteux équivalait à perdre des décennies de souvenirs, de travail, d'amour. Elle avait cru punir mon arrogance supposée en détruisant mon identité. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ces actions auraient des conséquences. La plainte avait déclenché une enquête. L'assurance, ayant dû me verser une indemnisation conséquente, s'était retournée contre elle. Un procès civil était en cours. Julien avait demandé le divorce. Et moi, au milieu de tout cela, je reconstruisais, pièce par pièce, souvenir par souvenir. Isabelle Marchand était devenue une amie. Elle m'avait proposé quelque chose d'inattendu, une exposition au Musée des Arts Décoratifs autour de ma collection restante. Une façon de célébrer ce patrimoine, de lui donner une visibilité qu'il n'avait jamais eue. Et puis, il y avait le gala de charité.
Chaque année, la ville de Nice organise un gala pour les associations caritatives locales. Cette année-là, le thème était la mode et l'élégance à travers les âges. Isabelle avait suggéré que je participe, que je montre mes pièces récupérées sur des mannequins vivants. Mais elle avait une autre idée en tête. Et si vous les portiez vous-même, Madeleine, si vous défiliez avec vos trésors? J'avais ri d'abord. Une femme de 71 ans sur un podium, ridicule. Et puis, j'avais réfléchi. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que l'élégance, la mode, le droit de se montrer serait réservé aux jeunes? Pourquoi est-ce que je devrais me cacher, m'effacer, disparaître, simplement parce que j'avais un certain âge? Si Stéphanie m'avait appris quelque chose, c'était bien cela, que le monde voulait me réduire au silence, que mon existence dérangeait certains simplement parce que je refusais de devenir invisible. Alors, j'ai dit oui. Les semaines qui ont suivi ont été intenses. Essayages, répétitions, coordination avec les autres participantes. Des femmes de tous âges, de toute morphologie, qui portaient des pièces vintage prêtées par des collectionneurs et des musées. Mais le clou du spectacle, c'était moi, et le Balenciaga. Je suis curieuse de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous eu le courage de monter sur ce podium, de vous exposer ainsi après tout ce que j'avais traversé? Dites-moi dans les commentaires. Le soir du gala, le palais de la Méditerranée brillait de 1000 feux. Des lustres de cristal, des fleurs blanches partout, des serveurs en livrée qui circulaient avec des coupes de champagne sur des plateaux d'argent. Le gratin niçois était là, politiques, entrepreneurs, artistes, tous venus soutenir les associations caritatives et voir le défilé. Dans les coulisses, je tremblais. Pas de peur, d'excitation, de cette énergie particulière que je n'avais pas ressentie depuis des années, depuis mes derniers défilés professionnels. Autour de moi, les autres participantes se préparaient. Des femmes magnifiques, de 20 à 80 ans, chacune portant une pièce qui racontait une histoire. Nous formions une armée silencieuse, une proclamation vivante que l'élégance n'a pas d'âge. « Madeleine, c'est à vous !» La voix de la régisseuse m'a tiré de mes pensées. J'ai pris une grande inspiration, j'ai lissé le velours noir du Balenciaga sur mes hanches, j'ai relevé le menton. Et j'ai marché vers la lumière. Le podium était plus long que dans mon souvenir, les projecteurs plus éblouissants. Mais mes pieds connaissaient cette danse, mes hanches savaient ce balancement, mon regard savait où se poser. J'ai marché comme j'avais marché 1000 fois dans ma vie, comme la créatrice que j'avais été, comme la femme que j'étais encore. Et les applaudissements ont éclaté. Pas de la politesse, pas de l'obligation. Une vraie ovation, debout, qui montait des tables et des gradins comme une vague. J'ai senti les larmes monter. Je les ai retenues. Ce n'était pas le moment. Le moment était à la victoire, à la réappropriation de mon histoire, à la proclamation silencieuse que Stéphanie avait échoué. Au bout du podium, j'ai marqué la pause réglementaire. J'ai regardé la salle. Et là, dans une mer de visages inconnus, j'ai croisé un regard. Julien. Mon fils était là, au premier rang, les joues ruisselantes de larmes, applaudissant à tout rompre. À côté de lui, ma fille Élise, mes petits-enfants, ma famille. Ils étaient venus. Ils m'avaient vue. J'ai fait demi-tour et j'ai regagné les coulisses. Là, à l'abri des regards, je me suis effondrée contre le mur et j'ai pleuré. 6 mois plus tard, l'automne était revenu sur Nice, avec ses couleurs dorées et ses soirées qui fraîchissaient doucement. J'avais repris ma vie, transformée mais reconnaissable. Le procès civil contre Stéphanie s'était conclu par un jugement en ma faveur. Elle avait été condamnée à me rembourser la totalité de l'indemnisation versée par l'assurance, plus des dommages et intérêts. 63 000 € qu'elle n'avait pas, qu'elle devrait payer pendant des années. Son projet d'agence immobilière était mort-né, sa réputation dans le milieu détruite.
Les articles sur le gala qui avaient mentionné mon histoire avaient fait le tour des réseaux sociaux. Stéphanie était devenue, malgré elle, le symbole de ce qu'il ne fallait pas faire. Julien avait finalisé son divorce. Il habitait maintenant un petit appartement à Nice, pas loin de chez moi. Nous dînions ensemble une fois par semaine, reconstruisant lentement une relation que les années et les non-dits avaient fragilisée. Un soir, assis sur mon balcon avec vue sur les toits de tuiles roses, il m'a posé une question. « Tu lui as pardonné, maman ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Le ciel virait au rose et à l'orange, ce crépuscule méditerranéen qui ressemble à une aquarelle. Le pardon, c'est compliqué, Julien. Je ne crois pas que je puisse lui pardonner ce qu'elle a fait. Ma robe de mariée, celle dans laquelle j'ai épousé ton père, je ne la reverrai jamais. Cette perte-là est définitive. J'ai marqué une pause. Mais je ne la hais pas non plus. Je crois que je la plains, surtout. C'est une femme qui ne comprendra jamais ce qu'elle a détruit. Et c'est sa punition, finalement. Vivre sans comprendre pourquoi le monde lui semble si hostile. Julien a hoché la tête. Il avait vieilli ces derniers mois, des rides nouvelles autour des yeux, une gravité dans le regard qu'il n'avait pas avant. « Et toi, maman, tu vas bien ?» J'ai souri. « Je vais bien. Mieux que bien, peut-être. J'ai découvert quelque chose à travers tout ça, que je suis plus forte que je ne le pensais, que ma valeur ne tient pas dans un placard, même si ce placard contient des trésors, que les gens qui m'aiment sont là, même quand tout semble s'effondrer. » J'ai regardé mon fils, cet homme qui avait fait des erreurs mais qui essayait sincèrement de les réparer, et que la famille, la vraie famille, c'est celle qui reste quand la tempête est passée. 1 an plus tard, l'exposition au Musée des Arts décoratifs a été un succès inattendu. Des milliers de visiteurs sont venus voir ces pièces de haute couture, ces témoins d'une époque révolue. J'ai fait des visites guidées, raconté l'histoire de chaque vêtement, partagé mes souvenirs avec des inconnus qui écoutaient avec une attention qui me touchait. Intimite, mais engageant. Vari pacing, slow pour émotionnelle révélation, modère pour narratif, slight urgence durant confrontation. N chaque section question avec génine curiosité, invitant réponse. Semble à moi qui veut connecter, non juste telle est une story. Plusieurs de mes pièces ont été acquises par le musée à la fin de l'exposition. Une façon de leur assurer une vie éternelle, protégée de l'humidité, de la lumière, du temps qui passe. Mais j'en ai gardé quelques-unes. Le tailleur Chanel, que je porte encore pour les grandes occasions, le manteau Balenciaga, qui a une place d'honneur dans ma nouvelle penderie, celle que Julien m'a aidé à faire construire. Et puis, un miracle est arrivé. Une femme m'a contactée par l'intermédiaire du musée. Elle avait vu l'exposition, lu les articles sur mon histoire, et elle avait quelque chose à me dire. « Madame Forestier, j'ai acheté une robe chez Emmaüs Nice il y a 1 an. Une robe ancienne, en soie ivoire, avec une étiquette Givenchy. Je l'ai achetée pour ma fille qui préparait un mariage vintage, mais quand j'ai appris votre histoire, j'ai compris que cette robe n'était pas à vendre, elle vous appartenait. Ma robe de mariée. Elle l'avait gardée, intacte, dans une housse protectrice, sans jamais la porter. Sa fille avait finalement choisi une autre tenue et la robe attendait dans un placard, comme si elle savait qu'elle devait me revenir. Quand je l'ai récupérée, quand j'ai à nouveau senti cette soie sous mes doigts, quand j'ai respiré cette odeur de passé et de promesse, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Les choses qu'on aime vraiment finissent toujours par revenir. Peut-être pas toutes, peut-être pas exactement comme avant, mais elles reviennent, d'une façon ou d'une autre, comme la famille, comme l'amour, comme la vie elle-même. Aujourd'hui, j'ai 72 ans maintenant. Ma penderie n'est plus aussi fournie qu'avant, mais chaque pièce qu'elle contient a une histoire, une valeur qui dépasse largement son prix en euros. Julien vient me voir tous les dimanches, Élise et les enfants passent les vacances d'été avec moi. J'ai même commencé à écrire mes mémoires, encouragée par Isabelle, qui pense que mon histoire pourrait inspirer d'autres femmes.
De Stéphanie, je n'ai plus de nouvelles directes. Julien m'a dit qu'elle avait déménagé, qu'elle travaillait dans une petite agence immobilière de province, qu'elle avait refait sa vie. Je ne lui souhaite pas de mal, je ne lui souhaite rien en fait. Elle a simplement cessé d'exister dans mon univers. C'est peut-être la plus grande victoire de toutes. Ce que cette histoire m'a appris et ce que je voudrais vous transmettre à vous qui m'écoutez, c'est que notre valeur ne tient pas dans les choses que nous possédons. Mais ces choses, ces objets que nous choisissons avec soin, que nous conservons avec amour, sont les témoins de notre passage sur cette terre. Ils racontent qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous avons traversé. Et personne, absolument personne, n'a le droit de décider à notre place ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Si vous êtes une femme de mon âge, si vous avez parfois l'impression que le monde veut vous pousser vers l'invisibilité, que vos goûts sont démodés, que votre existence dérange, je voudrais vous dire ceci. Résistez, portez vos plus belles tenues, affichez vos couleurs, refusez de disparaître. Le monde a besoin de nous, de notre mémoire, de notre élégance, de notre force tranquille. Et si quelqu'un essaye un jour de vider votre penderie en prétendant vous rendre service, battez-vous avec la même détermination que vous avez mise à construire votre vie, avec la même élégance que vous avez cultivée pendant des décennies. Parce qu'à la fin, l'élégance, la vraie, ce n'est pas ce que nous portons, c'est la façon dont nous affrontons les tempêtes. Et moi, Madeleine Forestier, je peux vous dire une chose avec certitude. J'ai affronté ma tempête, et je suis toujours debout. En tailleur Chanel, bien sûr. Dites-moi dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus touché. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, je serais honorée de lire votre témoignage. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et n'oubliez jamais, l'élégance n'a pas d'âge, l'amour-propre non plus. À très bientôt. Épilogue, 5 ans plus tard. Je regarde par la fenêtre de mon appartement. Nice est toujours aussi belle, peut-être même plus belle maintenant que mes yeux ont appris à vraiment la voir. Les toits de tuiles roses brillent sous le soleil de juin, les palmiers oscillent dans la brise marine, et quelque part en bas, dans les ruelles du vieux Nice, la vie continue son cours paisible. J'ai 76 ans. Mes cheveux sont entièrement blancs maintenant, et je les porte courts, une coupe qui met en valeur mes pommettes et mes yeux qui n'ont rien perdu de leur vivacité. Je marche moins vite qu'avant, je me fatigue plus facilement, mais je refuse catégoriquement de porter des chaussures plates. Une femme qui a porté des talons toute sa vie ne renonce pas aux dernières hauteurs qui lui restent. Julien s'est remarié l'année dernière. Une femme douce, discrète, qui travaille dans l'enseignement et qui me traite avec un respect qui n'est pas fin. Elle s'appelle Catherine et elle adore mes histoires de mode. Parfois, elle vient me rendre visite seule et nous passons des heures à feuilleter mes albums photos, à toucher mes tissus, à rire de mes anecdotes d'atelier. Elle ne sera jamais ma fille, mais elle est une amie, et c'est peut-être mieux ainsi. Élise a pris sa retraite anticipée pour s'occuper de ses petits-enfants. Oui, mes arrière-petits-enfants existent maintenant. Lucas a eu un fils il y a 2 ans, un petit bonhomme aux yeux vifs qui me rappelle terriblement son père au même âge. Quand il vient me voir, il court directement vers ma penderie et me demande de lui montrer mes trésors. « Cette robe, elle est en quoi, grand-mère » ? En soie, mon chéri, c'est un tissu très précieux, fabriqué par des petits vers qui s'appellent des vers à soie. Et celle-là, en velours, tu sens comme c'est doux ? Il touche, il caresse, il apprend. Un jour, peut-être, il comprendra ce que ces vêtements représentent. Ou peut-être pas. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de transmettre, de raconter, de laisser une trace. Ma collection a trouvé sa place définitive. Certaines pièces sont au musée, d'autres chez des collectionneurs qui les chériront, d'autres encore dans ma canderie, prêtes à être portées pour les occasions spéciales. La robe de mariée Givenchy est exposée dans ma chambre, dans une vitrine que Julien m'a fait construire.
Je ne la porterai plus jamais, bien sûr, mais je peux la voir chaque jour. Et chaque jour, elle me rappelle le matin où j'ai épousé Henri, ses yeux brillants de larmes quand il m'a vu descendre l'allée, sa voix tremblante quand il a dit oui. Henri me manque toujours, mais sa présence est partout dans cet appartement, dans les photos, dans les souvenirs, dans ce fauteuil où il aimait lire le journal du dimanche. Je lui parle parfois, le soir, quand le silence se fait trop lourd. Je lui raconte ma journée, mes joies, mes petits tracas. Je sais qu'il ne peut pas répondre, mais je sais aussi, d'une certitude qui dépasse la raison, qu'il m'entend. Et Stéphanie, j'ai appris par Julien qu'elle avait fini de rembourser sa dette l'année dernière. 15 ans de mensualité, de sacrifices, de rappels constants de ce qu'elle avait fait. Je ne sais pas si elle a compris, si elle regrette, si elle a changé. Et honnêtement, cela ne m'intéresse plus. Le pardon, j'ai fini par le trouver. Pas pour elle, pour moi, pour me libérer de cette colère qui me rongeait les premières années, qui m'empêchait de dormir certaines nuits, qui me faisait serrer les poings sans raison. J'ai compris que garder cette rage, c'était lui donner encore du pouvoir sur moi. Et elle ne méritait pas ce pouvoir. Alors j'ai lâché prise. Pas d'un coup, pas facilement, mais progressivement, comme on desserre un nœud trop serré. J'ai cessé de penser à elle chaque jour, puis chaque semaine, puis chaque mois. Maintenant, elle n'est plus qu'une ombre dans mon passé. Une leçon apprise, une cicatrice guérie. La vie est trop courte pour la gaspiller en rancœur. Ce soir, je vais au gala annuel de charité, le même gala où j'ai défilé il y a 5 ans, celui qui a marqué ma renaissance. Je n'y participe plus comme mannequin, mes genoux ne le permettraient plus, mais je suis devenue une sorte de marraine de l'événement. Je fais un discours chaque année, je remets un prix aux jeunes créateurs, je représente cette génération de femmes qui refusent de disparaître. Je porterai le tailleur Chanel ce soir, le rose et noir, mon armure. Et je sourirai. Pas de ce sourire forcé qu'on affiche pour les photos. Un vrai sourire, celui d'une femme qui a traversé les tempêtes et qui est toujours là pour raconter son histoire. Si vous êtes toujours là, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, je voudrais vous remercier. Raconter cette histoire, c'est la revivre à chaque fois. C'est douloureux, mais c'est aussi libérateur. Et si mon histoire peut aider une seule d'entre vous à se battre pour ce qui vous appartient, à refuser l'effacement qu'on veut vous imposer, à revendiquer votre droit à l'élégance et à la dignité, alors tout cela aura eu un sens. Nous sommes les gardiennes de notre propre histoire. Ne laissez jamais personne l'écrire à votre place. Avec toute mon affection, Madeleine. Où en êtes-vous dans votre propre histoire? Qu'avez-vous traversé que vous voudriez partager? Les commentaires sont ouverts et je lis chacun d'entre eux avec attention. Vos mots comptent autant que les miens. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec les femmes de votre vie, vos mères, vos sœurs, vos amies, celles qui méritent de savoir qu'elles ne sont pas seules. Merci encore, et n'oubliez jamais, vous êtes précieuse, exactement comme vous êtes.